Salut, alors aujourd'hui on va parler un peu de réfection de culasse, de tournage, donc un peu d'usinage, et un peu de perceuse à colonne aussi, en tout genre, les conneries, des trucs qu'il faut pas faire et surtout qu'il ne faut pas acheter. Donc voilà, je vais vous faire voir ma méthode pour les ravoir, les petits pièges, les trucs aussi, on va parler un peu du décompresseur aussi, et voilà, comment moi je refais les culasses. Ma façon de faire n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas c'est une des façons de faire. Donc sans plus tarder, hein, on va passer tout de suite à la perceuse à colonne, et je vais vous faire voir une petite combine. Allez, c'est parti. Alors, pour nettoyer un petit peu les culasses, ce que je fais, c'est que j'ai monté une brosse métallique rotative qu'on peut trouver n'importe où pour pas cher, directement dans le mandrin de la perceuse à colonne. Et vitesse maxi, et on tape à l'intérieur, un peu autour. Donc moi, évidemment, ça a déjà été fait. Et là, le résultat, il est quand même relativement correct, assez rapidement. Alors, je vais parler un peu des perceuses à colonne, des conneries à pas faire. Moi, celle-là, c'est une 750 watts que j'ai acheté à peu près à l'époque autour de 300 balles, je crois, avec les frais de port. Donc, je l'ai pris parce que c'était une 750 watts et aussi parce que là, j'étais sûr que je pouvais modifier la vitesse de rotation par un système de courroie par le dessus. Alors, franchement, pour le prix, c'est de la douille. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'à la base, je l'ai acheté parce que je voulais monter ceci. Donc ça, c'est une petite table croisée qui permet de faire du fraisage. Donc ça, aujourd'hui, ça vaut en moyenne une soixantaine d'euros. J'ai regardé à peu près sur AliExpress tout à l'heure. Donc celle-là, elle est neuve. Elle est à vendre. Hein. Elle est neuve. J'ai fait deux tests avec. On va comprendre pourquoi je la vends. Celle-là, c'est le petit modèle. Hein. Donc c'est le modèle sans les verniers. Donc si vous voulez faire des mesures, moi ce que j'avais fait sur celle-là, c'est que j'avais mis un pied à coulisse d'un sens, un pied à coulisse de l'autre, que j'avais fixé dessus. Et donc ça me donnait directement... je mettais mes pieds à coulisses à zéro et ça me faisait une visu sur ce truc là. Donc c'était le principe était pas con et c'était plutôt pas mal. Surtout que de toute façon sans vernis c'est impossible de s'en servir. Donc voilà, après c'est une petite machine à 60 balles, hein, une petite table croisée à 60 balles. Mais alors pourquoi j'ai fait cette erreur? À la base, je voulais prendre une petite table croisée comme ça, un petit plateau rotatif que je montais dessus, et c'était fait pour faire justement les culasses. Finalement j'ai vite abandonné l'idée, je vais vous faire voir pourquoi. Parce que ça c'est l'inconvénient des perceuses à colonne à pas cher. C'est qu'en fait, quand là le mandrin il est en haut, ça va, il n'y a pas de jeu. Mais quand on descend, en fait le truc il a un jeu de malade. Donc ça, faites bien gaffe quand vous achetez une perceuse à colonne, vérifiez bien le jeu qu'il y a dedans. Donc moi, il faudrait que je démonte tout, que je réusine une bague en bronze ou en laiton pour combler ce jeu-là. Mais clairement, franchement, j'ai la flemme et de toute façon, j'en ai plus besoin parce que pour usiner des culasses, maintenant, je passe directement autour, donc c'est beaucoup plus simple. Et en ce qui concerne le fraisage, j'irai utiliser je m'achèterai une vraie fraiseuse à un moment quand j'aurai vraiment plus le choix. Je m'achèterai directement une vraie fraiseuse. Donc voilà, ça c'est le truc, voilà, c'est une petite table croisée. Moi je m'en suis jamais servi, elle a été posée deux fois sur la perceuse à la colonne. Et elle m'a jamais servi pour usiner quoi que ce soit. J'ai fait deux tests, j'ai abandonné tout de suite. Alors, un autre petit truc aussi sur les perceuses à colonne comme ça à pas cher. Mettez pas 300 balles comme moi dans une connerie pareille. Franchement, c'est bien parce que c'est une 750 watts et que elle dégomme quand même pas mal. Hein. Je peux y mettre des forats assez gros. Mais dans l'ensemble, ça vaut pas le coup. Pendant un moment, j'ai vu chez Lidl, il y a la Parkside, c'était vraiment la même. Par contre, le moteur était qu'un 500 watts ou un 550 peut-être. Mais franchement, c'était la même, c'était le même gabarit. À l'époque, j'étais fou parce qu'il a vendu 80 balles au Lidl. C'était vraiment la même que la mienne. Hein. C'était vraiment fabriqué, c'était les mêmes moules, les mêmes usines, c'était tout pareil. Un autre truc aussi sur ces perceuses à colonne là. Alors il y a la Parkside et aussi la Go On. Go On c'est pareil, vous en aurez mieux pour votre argent. Et de mémoire, le mandrin là, il a moins de jeu. Vous en avez aussi une autre copie de celle-là, c'est la Fartools. C'est pareil, le moteur il est peut-être un peu plus faiblard, mais grosso merdo c'est vraiment la même machine. Alors un autre truc aussi qui a un gros défaut sur ces machines, c'est que quand on serre le plateau en dessous, alors je vais le remonter un peu parce que là c'est un peu limite. Voilà. Quand on perce généralement le tube là, c'est un tube en merdonium qui est creux, donc l'idéal ce serait que je m'en réusine un plein pour la rigidité de la machine. Et donc quand on appuie et que ça force un petit peu, le plateau, lui, la perceuse, elle se tord sur elle-même. Alors ce que je fais, et ce que je suis pas le seul à faire, c'est que j'utilise un cric de voiture comme ça là, tout simple. Hein. Je viens le poser en dessous et je viens maintenir mon plateau. Voilà, donc là admettons que ce soit à la bonne hauteur. Hein. Évidemment, je règle toutes mes hauteurs comme il faut. Une fois que tout est bien mis, hop, on vient le poser juste en contrainte le cric. Faut surtout pas qu'il force, sinon ça va vriller la machine. Voilà, et dès qu'il est en contrainte, là c'est bon. Après on peut appuyer.
il n'y a pas de problème. Tout est bien maintenu, ça évite que le forêt il chasse toujours dans le même sens, etc., etc. Et franchement, si vous avez une petite machine comme la mienne et que vous pouvez récupérer ça à la casse auto, un cric de voiture comme ça, vous allez payer ça une misère. C'est bien parce que ça se sert à la main, il y a pas d'hydraulique, donc on va pas insister comme un débile sur la machine, ça va éviter de la plier. Et voilà, donc ça c'était mon petit retour concernant les perceuses à colonne. Et ma petite astuce de monter tout simplement une, euh, une brosse métallique rotative dessus pour pouvoir directement nettoyer ses culasses. C'est extrêmement pratique, je fais énormément de choses avec ça. Je nettoie beaucoup de pièces de cette façon-là. Donc voilà, c'était mon petit retour à moi là-dessus. Et aussi, si ça intéresse quelqu'un, ça je m'en débarrasse. 35 euros frais de port inclus, il dégage. Voilà, allez, on a fini de blablater sur la perceuse à colonne. Maintenant, on va revenir à du concret et de l'usinage. Alors ensuite, on va parler du décompresseur. Alors là, il y a un gros débat là-dessus sur les décompresseurs qui foirent les moteurs, etc., etc. La plupart du temps, les décompresseurs qui foirent les moteurs, c'est soit essentiellement au niveau du joint, et ça, à la rigueur, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il suffit de prendre les joints corrects et normalement, c'est pas censé trop bouger, même en 70 cc. Normalement, si tout a été si la culasse elle a été retaillée propre en 70 cc, normalement, c'est pas censé poser trop de problèmes. Après, il y a des culasses où le trou il est un peu plus gros. Enfin bref, c'est un peu chiant, mais bon, dans l'ensemble, en fonction du joint qu'on utilise et de comment c'est fait, c'est pas censé claquer tout de suite. Ensuite, il faut vérifier que la soupape, elle ne fuit pas. Donc moi, là, sur ces culasses-là, je les ai déjà nettoyées, je les ai déjà contrôlées. Alors, comment je fais pour savoir si le décompresseur, il fuit ou non? Bah, c'est très simple. On met la bougie dessus. Hop. Là, je vais la serrer vite fait. Hop. Je la pose, tout simplement. Et je viens la remplir d'essence. Alors, on peut utiliser tout simplement de l'eau et du savon, hein, ça marche aussi. Moi, je mets de l'essence, mais bon, après, on met ce qu'on veut, on s'en fout. Le principal, c'est de voir si ça bulle. Ensuite, on prend une soufflette comme ça. Déjà, quand c'est plein, si ça se vide tout seul, c'est forcément que le décompresseur il fuit. Si ça se vide tout seul en 5 minutes, c'est sûr et certain, ça fuit. Ensuite, je prends la soufflette. Alors, la sortie du compresseur, on ne la met pas à 12 bars, ça sert à rien. Moi, là, je dois avoir 2 bars et demi, 3 bars, ça suffit largement. De toute façon, dans le pot d'échappement, il n'y aura jamais plus de 3 bars pour pouvoir souffler l'air du pot et le faire repasser dans l'autre sens via la soupape de décompresseur. Donc là, un petit coup de soufflette. Voilà. Là, on voit clairement que ça bulle direct. Là, c'est instantané. On va essayer de le mettre un peu plus près. Voilà. Donc là, on sait que ça fuit. Là, c'est sûr. Là, cette soupape-là, c'est une véritable passoire. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une vieille culasse de EV50 ou EW50. J'ai plus le nom exact. Donc évidemment, c'est des culasses qui sont assez vieilles. Les décompresseurs, ils sont à moitié tout rouillés à l'intérieur. Donc là, forcément, ça fuit. Hein. C'est pas la première que j'ai à l'atelier, ça doit être la deuxième ou troisième que j'ai. Et à chaque fois, c'est des paniers percés, ces culasses. Donc si vous les utilisez, voilà, utilisez au moins la procédure que je vais vous faire voir, ou au moins changer le décompresseur, ou faites quelque chose au niveau du décompresseur. Maintenant, je vais retaper le décompresseur. On va voir à quel point c'est long et un petit peu chiant, mais on va le faire. Allez, c'est parti. Alors, pour la suite des opérations, le matériel à utiliser, un Dremel de daube. Alors ça, hein, tout le monde le reconnaîtra, c'est très bien où est-ce que je l'ai acheté. C'est le seul que j'ai sur batterie. J'en ai d'autres, mais celui-là, c'est le seul que j'ai sur batterie. Et là, pour faire ça, ça va très très bien. Donc, il faut une petite brosse métallique rotative qui va au bout comme ça, là, pour aller passer un petit peu à l'intérieur. Parce que la perceuse à colonne avec la brosse métallique rotative, en fonction du diamètre de la brosse, vous ne pourrez pas aller bien dans le fond. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, ça permet d'aller dégager un petit peu au-dessus, enlever le plus gros de la crasse qui a été accumulée sur le dessus. Donc voilà, et en plus, il va vous falloir un petit disque à tronçonner comme ça, ainsi qu'une paire de lunettes obligatoire, la paire de lunettes de protection, pour aller tout simplement tronçonner le petit axe du décompresseur dessus comme ça. Donc moi ça je vais le faire hors cam pour pouvoir le faire sauter. Donc c'est juste un axe qui est pincé de chaque côté pour éviter qu'il se barre. Et ça fonctionne relativement très bien. Ensuite, pour remplacer l'axe, ce que j'utilise, c'est tout simplement ça. Une queue de rivet. Ça, on est obligé d'en avoir des queues de rivet, que ce soit pour remonter des plaques d'immatriculation ou tout simplement pour les silencieux aussi. Les silencieux, les cartouches, là. Là, c'est pareil, il y en a plein qui se font avec des rivets. Donc, des queues de rivet, vous êtes obligé d'en avoir des restants à l'atelier. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ça pour refaire l'axe du décompresseur. Quand le diamètre est trop gros de ce truc-là, c'est très simple. Il suffit de le prendre dans le mandrin d'une perceuse, de le faire tourner dans la perceuse et d'y aller avec un papier à poncer pour réduire son diamètre type 300.
ça marche extrêmement bien. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'un tour, il n'y a pas besoin d'usiner. Moi, je le fais comme ça parce que même au tour, c'est même trop chiant. Je peux pas usiner ce genre de choses, c'est trop fin. Donc ça, je le fais directement avec du papier à poncer. Et ça me permet d'avoir un diamètre franchement nickel et d'une façon très très simple et d'avoir des axes de décompresseur à profusion et de faire du décompresseur à la volée quoi. Donc voilà, donc bah, c'est parti, hein. Moi je vais aller tronçonner mon axe, on va démonter le décompresseur et on va voir un peu la gueule qu'il a dans l'état qu'il est. Donc la découpe, je vais la découpe de l'axe et enlever l'axe, je vais le faire hors cam et on va voir la suite après. Allez, let's go. Donc voilà, là j'ai démonté ma soupape de décompresseur, j'ai allumé mon petit microscope chinois pas cher et on va regarder un peu de plus près parce que vous voyez la caméra sinon vous voyez mal. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au microscope. Donc là on comprend clairement pourquoi elle fuit, hein. C'est pour des raisons évidentes. Elle est complètement pleine de rouille, c'est dégueulasse. Donc là, maintenant, on sait pourquoi on a démonté la soupape de décompresseur. Allez, on passe à la suite. Là, le siège de soupape, vous le voyez peut-être mal, mais il est vraiment bourré de... Ah si, là, on le voit pas trop mal. Il est vraiment bourré de calamine, c'est dégueulasse. Donc pour ça, toujours pareil, on réutilise la petite brosse métallique qui va avec le petit Dremel à pas cher. Ça fera très bien le taf. Hop, j'enlève mon disque. Je remets ça. Ça prend 2 secondes. Et ça permet d'aller gicler toute la calamine à l'intérieur. Ensuite, donc là, on a un siège de soupape qui est quand même vachement moins dégueulasse, hein, faut pas se mentir. La soupape en elle-même, donc j'ai mis un petit coup de papier à poncer, pardon, sur la tête du champignon. Donc bon bah là ça brille, c'est propre. Et après, en ce qui concerne la petite collerette à l'intérieur, bah, je suis tout simplement allé la faire à la brosse métallique rotative sur la perceuse à colonne que je vous ai fait voir au tout début. Donc là je sais qu'on voit mal à la caméra, mais on peut me croire sur parole, c'est du propre, très très propre. Ensuite, soit il faut démonter directement tout le bousin là, et dans tous les cas ça va vous faire chier parce que la queue de soupape vous ne pourrez pas la choper correctement. Il n'existe rien pour arriver à faire tourner ces soupapes là correctement, pardon. En tout cas, j'ai pas trouvé de mini ventouse pour aller faire tourner ça. Donc pour l'enquiller dedans et faire tourner la soupape avec de la pâte à rôder, c'est pas simple. Il m'a fallu un petit temps pour trouver le truc. Alors, en ce qui concerne la pâte à rôder, on utilise la plus fine qu'on peut. Ça, c'est pas des soupapes de tracteur. On n'y va pas avec du gros grain. On y va vraiment avec le plus fin qu'on peut y aller. Et franchement, on n'insiste pas, hein. Sinon, la soupape, ça y fait plein de petites marches d'escalier à l'intérieur. Le siège de soupape aussi. Alors, ça fuit pas, hein. À la limite, plus il y a de marches, moins ça fuira. Mais ça fait vraiment dégueulasse. Donc voilà. Et ensuite, pour faire tourner la soupape, c'est très simple. On reprend son Dremel, le petit disque comme ça, et on vient lui faire une toute petite fente dans le milieu qui va correspondre à un tournevis plat. Alors là, c'est pareil, il faut surtout pas insister. C'est juste un trait léger de quoi poser un tournevis pour pouvoir la faire tourner directement dans son siège de soupape avec de la pâte à rôder. En ce qui concerne la pâte à rôder, honnêtement, limite, moi pour faire ça, je préfère les carrossiers que se connaîtront une pâte abrasive pour carrosserie gros grain. C'est-à-dire c'est pas comme du polish, c'est ce qu'il y a encore largement au-dessus. C'est un truc qui est très abrasif pour la carrosserie. Ça la rend même un petit peu mate. Et en fait, ça enlève vraiment toute la couche de merde qui est foutue dans le vernis. Et après, ensuite, on utilise un grain plus fin pour venir lustrer un peu enfin enlever toutes les micro-rayures qu'on a faites. Et ensuite, on utilise le polish qui permet d'avoir une carrosserie nickel. Donc vraiment la première pâte abrasive, voilà, si vous arrivez à vous en procurer chez un carrossier, ça coûte rien. Voilà, je sais que moi dans le domaine particulier, j'arrive pas à en avoir. J'ai regardé un peu partout. Moi j'en avais de quand j'étais gamin, j'en avais gardé dans ma caisse, j'en ai plus. Donc je sais pas où en retrouver. Mais voilà, si vous avez quelqu'un qui est carrossier, allez lui demander qu'il vous enfile un petit ballotin de pâte, là, ça marche vraiment, vraiment, c'est juste excellent. Pour faire ce genre de choses, c'est pas mal. Alors moi, ce que je vais utiliser, donc là, ça va être de ça, du gros grain, et après, enfin du grain fin, pardon. Et après, pour finir, je vais utiliser une pâte à polir qu'on utilise dans les Dremel, les trucs comme ça, qui va me permettre d'avoir vraiment une finition parfaite à ce niveau-là. Parce que ça fait du boulot. En plus, ça, c'est une saloperie chinoise. Franchement, n'achetez pas ça. Les trucs chez les Chinois, là, ça, c'est pas ouf. Pour faire des soupapes de tracteur, peut-être, mais là, pour faire des soupapes fines comme ça, franchement, c'est vraiment pas top.
Donc allez chez un pro, allez lui demander de la bonne pâte, de la bonne pâte à rôder bien fine. Et après, bah, pour finir, une petite pâte abrasive. Moi, j'utilise celle qu'il y avait dans le truc du Dremel. Après, on peut en utiliser d'autres, mais vraiment, faut finir avec un truc quand même assez fin pour être sûr que l'étanchéité se fasse bien. Ça, c'est très important. Donc, moi, je vais le faire. Je vais aller tout simplement tailler mon petit trait à l'intérieur pour que je puisse avoir mon empreinte de tournevis plat pour pouvoir la zizouiller. Euh, je vais aller la zizouiller hors cam. Ensuite, on repassera peut-être au microscope pour aller inspecter la différence entre avant et après. Et on va voir pourquoi, bien évidemment, ça ne fuira plus après. Allez, let's go. Donc voilà aussi pourquoi je vous disais d'utiliser une pâte à rôder très très fine. On va le voir. Donc là, ma soupape, elle a été finie. Voilà. Alors je sais que ça brille un peu, ça ne le voit pas très très bien. Mais il y a des micro-sillons. Et c'est pour ça que je dis que ma pâte à rôder, elle est pas ouf pour faire ça. J'aurais préféré avoir encore de la pâte pour les carrosseries gros grains. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Bon, là, quand on voit la taille de mon doigt, on se doute bien que c'est infime, hein. Mais bon, elles sont là, voilà. Ça, c'est chiant quand on refait des soupapes. Alors, ça fuit pas, hein, c'est pas un problème, mais bon, l'aspect est pas ouf ouf, hein. Pourtant, j'insiste vraiment pas. Mais ouais, je pense que ma pâte à rôder, elle est pas top. Mais bon, au moins ça fuit pas. Là, la soupape, il n'y a pas de problème, je la remonte, il n'y a pas de lézard. Allez, maintenant on passe au reste de la culasse. Bon, maintenant on arrête la pignole et on passe dans le plus concret. Alors, pour prendre les culasses autour, qu'est-ce que j'utilise? Alors, j'utilise un outil qui m'a permis de fabriquer un outil pour pouvoir prendre les culasses dans le tour. Donc, j'ai fabriqué ce petit outil-là qui permet d'enquiller des rallonges de tiges filetées comme ceci dessus en les vissant. Bon, là c'est un diamètre supérieur, hein, mais sinon on se doute bien que ça visse dessus. Tac. Et ça me permet d'aller usiner un cône. Alors, les cônes vont dépendre des culasses que vous allez usiner. Va falloir que vous en ayez une tripotée. Ça, c'est rallonge de tige filetée, franchement, c'est pas donné, hein. Autant prendre directement euh, une barre pleine en acier et se les tailler dedans. Le problème, c'est que c'est plus long, c'est plus chiant. Donc moi, j'ai préféré les acheter préfaites pour des raisons évidentes. Donc voilà, il suffit de les usiner, de faire des cônes. Alors le cône, vraiment, je vais dire une connerie, mais genre de mémoire, ça doit être 2-3 degrés, hein, pas plus, hein, de conicité, hein. Ça suffit à prendre des culasses. Et après, bah, c'est à vous de peaufiner l'usinage de vos cônes pour pouvoir prendre des culasses. Pourquoi? Parce que les culasses, là, ici, au niveau des quatre goujons, elles sont coniques. Alors je sais que beaucoup utilisent directement, ils taraudent et ils mettent directement un boulon d'huile à l'intérieur. Enfin, oui, si, un boulon d'huile. Moi, je suis pas trop pour ce genre de choses, parce que les culasses, quand on les pose sur les cylindres, elles ont déjà pas mal de jeu. Donc les retarauder à 8, ça leur redonne du jeu. En plus, certaines, le diamètre des trous est déjà trop important. En fait, la culasse, elle prend sur un tout petit filet. Enfin, c'est vraiment merdique. Et franchement, le système du cône, il est pas mal. Alors après, on a vu dans une autre vidéo, il y a peut-être un an ou deux, que j'avais essayé d'utiliser ce genre de choses là. Alors ça, c'est des chevilles qui s'écartent, qu'on met dans les pieds de meubles, les trucs comme ça là, dans du bois. Et donc ça vient dedans et quand on visse, ça vient s'écarter. Alors j'avais essayé ça et en fin de compte, c'était pas ouf. Voilà. Quand j'ai pas le choix, des fois j'en mets une sur les trois parce que les cônes c'est jamais les mêmes. Alors quand j'ai pas le bon, des fois j'arrive à en mettre un. Bon, ça, c'est une chose. Donc après, bah voilà, je me suis fabriqué plein de cônes. Alors, les angles varient, hein. Celui-là, à mon avis, il a plus de 3 degrés, par exemple. Il y en a d'autres, ils sont inférieurs à 3 degrés. Donc voilà, faut vraiment usiner des cônes. Alors en fin de compte, faut faire plein de culasses, réusiner plein de cônes, jusqu'à au final tous les avoir et pouvoir faire toutes ces culasses avec pour pouvoir les prendre, avec des petits cônes. Bon voilà, ça c'est une chose. En ce qui concerne la prise dans le tour, parce que là c'est bien, j'ai un petit cône fileté, mais comment je la prends? Bah tout simplement de l'autre côté, hop, ça vient se prendre comme ça avec une petite vis BTR en diamètre 6, UM6 standard, hein. Donc voilà, ça vient prendre mon petit cône comme ça à l'intérieur et ça vient l'écraser. Évidemment, il faut des entretoises. Alors là, c'est pareil, c'est la foire à la saucisse. Alors soit, mince, vous prenez des trucs comme ça, c'est préfet, c'est très bien. Voilà, ça évite de se faire chier à usiner. Mais parfois, ça passe pas ou ça passe mal. Donc, va falloir réusiner des cales de hauteur différentes en fonction de vos culasses. Donc là, voilà, là j'ai une cale qui passe pas trop mal. Et ensuite, derrière, pour le prendre dans le mandrin, il va vous falloir ceci. Alors moi j'en ai deux, hein, j'en ai un pour 51 et un pour 103.
Donc ça, c'est là où le mandrin vient se prendre dessus. Donc j'ai acheté des petites fraises à lamer. Donc là, j'ai directement mes vis qui rentrent pile dedans. Voilà. Donc ça a été lamé propre. En ce qui concerne la précision du perçage, on s'en fout. Parce qu'après, ça va passer dans un mandrin 4 morts. Donc, arrive au mandrin 4 morts, de toute façon, si la culasse elle n'est pas centrée correctement, de toute façon, on va être obligé de la centrer correctement. Donc voilà. Donc voilà le petit sandwich que j'utilise. Hein, décale, mon support, tac, ma cale, ça vient se prendre comme ça. Alors évidemment, des vis, hein, j'en ai de longueurs différentes. Hein. Des fois, ça m'arrive même de le faire avec de la vis à tête plate, hein, pour y aller au tournevis plat carrément. Hein. Des fois, j'ai pas le choix. Ça dépend de ce que j'ai sous la main et de la culasse. Là, sur ce support-là, j'ai fait un petit. J'ai enlevé un peu de matière à la disqueuse, hein, un peu à la sauvage. Ça, c'est pour que le décompresseur vienne pas trop faire chier quand il est en position. Donc voilà. Parce que des fois, ça, le décompresseur, il fait chier en fonction de l'épaisseur de vocale. Donc moi, j'ai fait ça. Donc voilà un peu le système. Avec plein de petits cônes hein, différents, hein, voilà, des divers et variés, des petits, des moyens, des gros. Voilà, je vais assembler ça et on va voir un peu ce que ça donne. Donc voilà l'outillage qui, moi, m'est nécessaire pour arriver à prendre des culasses dans le tour. Donc de quoi usiner ces petits cônes, parce qu'à chaque fois, surtout au départ, il va vous en falloir des tonnes. Donc n'hésitez pas à aller au bricot et acheter une tonne de rallonge et de vous en faire plein de diamètre, de longueur, plein de choses différentes. Au fur et à mesure, vous allez peaufiner, mais cet outil-là, il vous le faut. Euh, une petite caisse exprès pour ranger bah, tout l'attirail. Ça, il va vous en falloir une, pardon. Il va vous falloir plein de vis comme ça, BTR de longueurs différentes, ou alors de la vis à tête plate, comme je l'ai dit précédemment. Et bien évidemment, un truc qui va vous faire chier, le mandrin 4 morts. Alors, le mandrin 4 morts, c'est un mandrin 4 morts indépendant, évidemment, parce que si c'est pas un 4 morts indépendant, vous pourrez pas le centrer, tout simplement. Voilà, voici aussi pourquoi j'ai acheté des fraises à lamer et que j'ai lamé tout simplement. Ah bah mince, voilà. Voilà pourquoi j'ai lamé pour faire rentrer mes vis à l'intérieur de mon support. C'est tout simplement pour pas que ça gêne sur les morts. Parce que là, quand on va vouloir tourner un peu sa culasse pour l'ajuster, du coup, les vis, elles tapent sur les morts. Alors là, j'ai 4 morts, là j'ai 4 vis, donc c'est pas trop un problème. Par contre, si on veut monter ce support-là sur un mandrin 3 morts, admettons qu'on veut se faire un support avec précision, je vous le déconseille tout de suite. Hein. Il vous faut un 4 morts indépendant. Si vous voulez le faire en 3 morts, vous pouvez, mais vos culasses vont être dégueulasses. Tenez, je vais même vous faire voir le résultat que ça donne. Ne bougez pas. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Voilà le résultat que ça donne. Alors ça, c'est la toute première culasse que j'ai fait, qu'on a vu dans une vidéo précédente où au tout début, j'avais fait voir la première adaptation pour passer une culasse dans le tour. Et si vous regardez bien, alors ça se voit pas forcément très bien à la caméra, hein, mais là, il y a une putain de marche et tout. En fin de compte, comme je pouvais pas la centrer correctement dans le tour, la culasse, et j'étais obligé de ne pas la serrer trop fort au niveau des goujons et de taper dessus légèrement avec un maillet pour la centrer à l'œil. J'ai réussi à le faire. Il y a quand même une petite marche. Franchement, c'est dégueulasse. Là, c'est un switch plat, donc on s'en fout. Ça, c'était vraiment une culasse de test. Hein. Elle fonctionne. Hein, je l'ai quand même utilisée, donc elle fonctionne. Mais franchement, c'était ma toute première culasse. Elle était pas ouf. Donc voilà pourquoi il faut vraiment un 4 morts indépendant. C'est pour pouvoir décaler un peu sa culasse dans le tour, pour éviter que ça fasse de la merde. Après, comment la centrer, ça, je vais vous faire voir comment se prendre, où se prendre, et aussi quelle tolérance appliquer. Parce qu'au niveau des tolérances, c'est pareil. Ces culasses-là, c'est moulé à la louche, comme le camembert. C'est vraiment, très souvent, c'est du grand n'importe quoi. Donc, il va falloir se faire une idée d'à peu près comment c'est centré dans le tour. Alors, attention au niveau des mandrins 4 morts. Prenez-en un qui est compatible avec votre tour. Parce que moi, j'ai galéré. En fin de compte, les fixations, là, entre les 3 morts et les 4 morts, toutes les fixations ne sont pas les mêmes entre les 3 morts et les 4 morts. Il n'y a pas que ça, il y a aussi ça, c'est une fixation par vis. Mais donc il y a l'emplacement des vis. Sur un 3 morts, j'en ai que 3. Sur un 4 morts, j'ai 4 vis. La longueur des vis, mais ça, à la rigueur, c'est pas le plus grave. Après, il y a aussi le système où on emboîte là, ce mandrin-là. Enfin, mon tour, c'est une platine sur laquelle on vient visser un mandrin dessus. Sur les d'autres tours, c'est des systèmes différents. Moi, je connais pas tous les systèmes parce que je suis pas du tout tourneur-fraiseur, mais je sais qu'il y a plusieurs systèmes et en fonction de votre tour, il faudra trouver le mandrin qui soit adapté au système de fixation de votre tour.
Maintenant, là, moi, ça, je peux pas le deviner. Je sais que celui-là, moi, j'avais galéré à le trouver et je l'ai payé assez cher. Euh, Celui-là, par chance, ça allait encore, mais je crois qu'on est autour de 150-200 balles le morceau. Ça va, c'est pas ouf, hein. Donc, c'est un truc typiquement qui vient de chez AliExpress, hein, mais que je n'ai pas acheté chez AliExpress. Comme j'avais un doute, je l'ai acheté chez le fabricant enfin, chez le revendeur de mon tour. Donc, mon tour est un tour chinois que j'ai acheté chez un revendeur français. Donc j'ai acheté le mandrin parce qu'il était marqué qu'il était compatible avec mon tour. Voilà, en vrai, on peut le trouver chez les Chinois à beaucoup moins cher que moi. Le truc, c'est que par contre, pour savoir s'il va se monter sur son tour ou pas, bah on sait pas. Du coup, voilà, moi je l'ai pris, je l'ai payé plus cher que prévu. Je crois que ça, celui-là chez les Chinois, à la place de 150-200 balles, je pense qu'on est plus autour de 80 euros le mandrin. Voilà. Dans tous les cas, je vous conseille d'avoir un mandrin 3 morts, ça c'est celui qui est fourni avec votre tour. Un 4 morts indépendant, ça c'est bien pour centrer ses culasses. Et un mandrin 4 morts, c'est pas indépendant, mais un 4 morts uni comme le 3 morts. Parce que sur certaines pièces, notamment au niveau des embrayages, que j'avais déjà essayé de prendre et tout autour, c'est un peu chiant. Je vous conseille vraiment d'avoir plusieurs mandrins euh, pour pouvoir réaliser un peu tous vos trucs. Et donc voilà. Donc ça, l'outillage, c'est fini. Maintenant, je monte tout mon merdier et après, je vous fais voir une fois que c'est monté et après on passe au tour. Allez, c'est parti. Alors, j'ai oublié de préciser un petit truc. Les cônes qu'on a fabriqués là. Là, vous allez en avoir plein. Arrivé à un stade, ça va être la foire à la saucisse. Le problème, c'est que vous allez avoir du mal à pouvoir visser d'un côté sans qu'en retournant la culasse, ça vienne directement vous tomber dans les pattes. Donc, pour loger les cônes à leur emplacement, très simple. C'est un cône pris dans un cône. Un petit coup de marteau, tac, et c'est bon, le cône il est pris. Et au passage, ça permet d'aller regarder de l'autre côté, voir si le cône que vous avez fait, il ne dépasse pas. Parce que évidemment, s'il dépasse de l'autre côté, forcément, vous ne pourrez pas serrer. Voilà, c'est un détail que je suis en train de me rappeler là au fur et à mesure que je suis en train de monter le système. Donc voilà, ça c'est un truc, je vous en fais part. Vous prenez vos cônes, vous les mettez en place, hop, un petit coup de marteau dessus, et après vous faites le reste. Allez, j'enquille. Voilà, donc le système, il est monté. Donc derrière, il a fallu que je regratte un petit peu là, parce que ce coup-là, c'était pas le décompresseur qui faisait chier du fait que bah, je l'ai enlevé, mais c'est directement les ailettes derrière. Donc voilà, on voit que ça passait juste. Donc voilà, au niveau des vis, alors là sur ce coup-là, c'est de la vis à tête plate que j'ai utilisé. Euh, Pareil, ça se sert pas comme un conio, ça sert à rien. De toute façon, c'est un cône emmanché dans un cône, ça tient très bien tout seul. Ça sert vraiment à rien d'aller visser ça comme un débile. Juste à part à déformer la culasse et à se faire chier à sortir ses cônes, voire même à foirer ses vis. Donc franchement, ça sert à rien. On le serre juste comme ça à la main autour de vis, correctement, et c'est tout, hein. Et franchement, ça bouge pas. Et pourtant, ça va en prendre dans la gueule, on va voir ça tout de suite. Allez, maintenant on passe au tour. Alors ensuite, avant de mettre la culasse dans le tour, je vais vous faire voir deux trois petites astuces. Ça va dépendre de votre tour, mais s'il a la même configuration que le mien, il y a certains trucs qui vont vous faire chier pour pouvoir euh, mettre en place tout le merdier. Alors le gros défaut de cela, c'est que les vis, elles sont derrière pour démonter le mandrin. Donc moi j'ai pris une clé Allen, et je l'ai tout simplement tronçonnée pour qu'elle passe mieux derrière, parce que celle qui est fournie avec, évidemment, elle passe mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aller voir la vis derrière. On peut pas. Avec la boîte de vitesse qui est derrière, on peut pas. On n'y a pas accès, on voit rien. Donc tout simplement, j'utilise un miroir que je cale derrière. Et là, bien évidemment, je vois parfaitement mes vis. Voilà, hop, alors, voilà, voilà. Maintenant que j'ai ma vis, je vais venir tourner mon mandrin. Et pour la desserrer, sans être obligé de forcer comme un âne, voilà, il suffit simplement de la mettre comme ça et de la maintenir en contrainte avec ses doigts et d'y aller tout simplement avec un petit marteau, tac, et tapoter dessus. Voilà, et là elle se dessert tout seul. Comme ça, on se fait pas chier, on sait où se situe notre vis derrière et on n'a plus qu'à répéter la même opération pour les trois. Ensuite, parce que là, ça c'est le côté le moins chiant, j'ai envie de dire. Après, il faut sortir la vis. La faire avec ça, ça va vous prendre un temps, mais considérable. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que le petit bout que j'ai tronçonné là, sur ma clé, je l'ai gardé. Je l'ai gardé pourquoi? Parce que comme ça, après, je viens prendre ma vis derrière et je viens la dévisser simplement avec le doigt. Voilà.
Et là, forcément, elle vient se dévisser toute seule. Donc là, je vais l'enlever complètement. Ensuite, là, sur les mandrins 3 morts, comme ça, comme sur mon tour, j'ai que 3 vis. On n'enlève pas les 3 complètement. On n'en enlève que 2 et demi. Et ça, on va voir pourquoi juste après. Moi, j'enlève mes vis et on va voir la suite. Pourquoi après. J'ai enlevé mes 2 vis et demi et il m'en reste donc une troisième qui est posée là, mais qui n'est pas dévissée complètement à l'arrière. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il va falloir le sortir le mandrin. Et que quand il tombe sur le chariot et que moi j'ai déjà marqué mon chariot, enfin les rails du chariot à cause de ça. Donc maintenant ce que je fais, avant je mettais tout simplement un chiffon et je laissais le mandrin tomber, ce qui était une connerie monumentale. Maintenant ce que je fais c'est que je laisse une demi-vis, je mets un chiffon quand même pour assurer entre guillemets la sécurité du rail, pour éviter d'aller le marquer si des fois j'ai oublié de la laisser, de laisser une vis dessus. Donc voilà, je protège mon rail avec un chiffon et je laisse une vis de façon à ce que quand mon mandrin soit débloqué, il ne tombe pas sur le rail. Alors ensuite, un autre problème qu'il y a, c'est que va falloir taper fort pour l'enlever ce truc-là. Donc sur les tours, vous verrez, peu importe le tour que vous avez, normalement, là à l'intérieur, il y a un trou qui passe et qui va de l'autre côté du carter, côté boîte de vitesse. Ça, c'est fait exprès pour pouvoir usiner des arbres assez longs hein, de ce style-là, là, voilà. Et tout en les laissant dépasser de l'autre côté du carter. Par exemple, vous pouvez mettre un arbre de 1 mètre de long, le laisser dépasser du carter et n'usiner que cette partie-là. Ça peut être bien pour faire des filetages sur des arbres quelconques, ça peut être sympa. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le trou prévu pour l'usinage pour pouvoir sortir le mandrin. Donc je vais venir de l'autre côté avec ma tige et je vais venir taper dessus pour décoller le mandrin. Alors attention, parce que de l'autre côté, faites pas la connerie que moi j'ai fait. Le problème, c'est que là, moi, ce que j'utilise, ça, c'est de l'inox. Alors, c'est pas de l'inox super super dur, mais ça reste quand même de l'inox, c'est quand même assez costaud. Et en fin de compte, moi, les morts, quand ils sont complètement serrés, il y a un petit peu je sais pas comment ça s'appelle, le rainurage qu'il y a dedans, les cannelures qui permettent aux mandrins de se serrer. Et donc, du coup, bah, moi, je les ai un peu morflés, ce qui fait que mon mandrin, en fin de compte, il commence à avoir des crans. Alors, c'est rien, j'y mettrai 2 petits coups de lit, mais après, ça le fera plus. Mais voilà, n'utilisez pas une tige comme ça, n'utilisez pas du bois, ça sert à rien, le bois, ça sera beaucoup trop raide. Si vous êtes dans mon cas, le bois, ça va pas être possible. Par contre, si vous pouvez vous usiner une grosse tige en alu qui passe pile poil dans le carter pour aller choper le mandrin derrière, pour aller taper dessus, pour le décoller, ça peut être pas mal. Moi, je sais que la première fois, quand j'ai essayé de décoller mon mandrin, j'ai essayé tout un tas de trucs, j'y suis pas arrivé. Voilà, je suis tombé sur cette solution-là. Malheureusement, j'ai fait le con, hein, là je l'ai dit. Après, sinon, pour des raisons évidentes de budget, parce que si vous voulez acheter une tige grande comme ça et du bon diamètre en laiton ou en cuivre, vous allez quand même la payer assez cher. Juste pour ça, ça fait un peu chier. Vous pouvez vous faire tout simplement une tige usinée dans de l'acier, donc là ça va coûter que dalle. Et après, vous usinez un filetage pour vous mettre un petit tampon en aluminium par exemple. Voilà, au final ça coûtera beaucoup moins cher. Et ça fera le travail bien mieux que cette connerie. Bon, moi c'est trop tard, maintenant mon mandrin, j'ai déjà commencé à niquer les morts, donc bon, je suis plus à ça près. Donc je vais le sortir comme ça. Allez, là, hop. Donc, je serre les morts bien comme il faut, pas de trop non plus. La vis que j'ai commencé à desserrer qu'à moitié, évidemment, je la mets vers le haut. Et ensuite, bah, il n'y a pas 50 solutions. On tape. Ah, voilà. Hop. Là, mon mandrin, il est venu. Il n'est pas tombé. Et je peux enlever facilement la vis à la main. Tout simplement. Et là, on va découvrir la platine qu'il y a derrière. Donc voilà comment c'est fait derrière avec le fameux trou dans lequel je viens passer pour venir taper le mandrin. Et donc voici le problème que j'ai. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra. Non, ça se voit pas cette caméra là. Bon, tant pis. Mais en gros, on voit clairement les, l'engrenage, les cannelures du mandrin qui passe par là et ils aiment pas se faire taper. Donc voilà, évitez de faire comme moi. N'utilisez pas cette connerie. Ensuite, pour remettre l'autre mandrin, c'est là que le coup du miroir il va avoir toute son importance. Parce que là, du coup, on passe en mandrin 4 morts. Donc, faut arriver à le mettre à peu près en face. Les 4 trous de vis à peu près en face.
Et ça, le problème, c'est que ça, on peut pas le voir. Et donc, le seul moyen de le voir, alors déjà, en un, c'est d'aller y mettre une vis dedans. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai une vis dedans. On va venir la visser un petit peu. Alors là. Voilà. Donc là, j'ai la première vis, elle est dedans, c'est pas un problème. Le truc, c'est que le mandrin, il a du jeu sur sa platine. Évidemment. Voilà. Hein, on utilise le petit bout de clé que j'ai fait voir, que j'ai essayé tout à l'heure pour pouvoir le mettre bien en place. Voilà, donc là c'est serré à la main, du mieux que je peux à la main. Le truc c'est que le mandrin, lui, il a du jeu sur lui-même là. Là, les autres vis, elles sont pas en axe, elles sont pas axées sur le truc. D'ailleurs, j'ai même laissé à peine assez de jeu. Ah, ah, celle-là même serrée. Voilà. Donc là, il faut lui laisser un peu de jeu. Et après, pour enquiller les autres vis sans que ça fasse trop de problèmes, ben c'est simple. Il suffit de réutiliser le miroir. Voilà. Et d'aller rechoper les autres vis bien où elles sont et de zizouiller de façon à ce que tous les trous et les vis tombent bien en face. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que il y a trois vis qui se visent pas trop mal. Et la quatrième, comme elle est un peu désaxée, que les jeux sont toujours un peu plus serrés sur la dernière, il y en a toujours une sur les trois qui va venir faire chier. Et que après, on se retrouve avec cette petite clé-là à serrer pendant un quart d'heure, quart de tour par quart de tour. Alors que si on met toutes ces vis bien centrées correctement dans le trou grâce au petit miroir, forcément on est beaucoup moins emmerdé pour le montage du mandrin. Donc voilà, moi je vais faire ça hors cam et ensuite on se voit pour le positionnement du chariot. Allez, let's go. Alors, en ce qui concerne l'inclinaison du chariot, l'angle qu'il va falloir lui mettre, on peut d'office partir sur l'angle de squish qu'on va mettre au moteur. Alors pour calculer les angles de squish, ou plutôt les mesurer, alors très souvent beaucoup utilisent ce type de choses, un rapporteur d'angle numérique qu'on modifie pour faire des relevés de diag. Voilà, bon ça fonctionne très très bien. Ensuite il y a le même en pas numérique, hein, donc voilà, ça celui-là c'est coûte assez cher celui-là en plus. Et c'est bien, mais voilà, c'est pas oufissime. Ah, ça prend des bonnes mesures, hein, les mesures sont correctes. Hein. J'ai fait des mesures avec les trois systèmes que je vais vous faire voir, et ces deux-là sont conformes, et le troisième aussi. Maintenant, le troisième, l'outil que moi j'utilise pour mesurer les bandes de squish. C'est un truc qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est ceci. Voilà, en gros c'est un niveau à bulle, hein, mais avec une aiguille. Voilà, c'est le même principe. Hein. Alors moi, mon tour, là, je sais qu'il est droit et je sais évidemment que la plaque en fonte qui est posée sur ma boîte de vitesse, elle est droite. Là, j'ai aucun problème avec ça. Donc, lui, c'est un truc que c'est une merdouille, j'ai chopé à 3 euros sur AliExpress, 4 euros peut-être. Donc la précision est pas ouf, il a un demi-degré d'écart par rapport à la réalité. Donc ça à prendre en compte. Mais dans l'ensemble, c'est pas, je veux dire, c'est pas dérangeant. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pose mon piston sur une surface plane. Donc là, ici, je sais que c'est de niveau, il n'y a pas de problème. Je viens tout simplement poser mon outil de mesure dessus. Alors là, je le fais voir à la caméra, ça se voit peut-être pas très bien, mais en vérité, il faut regarder avec l'œil tout simplement le jour qui passe là. Hop, et j'incline mon outil jusqu'à ce que le jour soit pile poil. Et dès que j'ai un jour qui est vraiment bien fermé sur le côté du piston, bah, j'ai juste à lire la cote qui est au-dessus. Et voilà, j'ai mon angle de squish. Alors après, on peut faire plus ou moins 1 ou 2 degrés. Bon, ça dépend de chacun. Moi, ce que je fais, c'est qu'au lieu de rajouter 2 degrés à la cote que j'ai mesurée, j'ai tendance à prendre l'outil, à bien le fermer d'un côté et voir à peu près combien ça va faire. Alors là, c'est pareil, c'est tout à l'œil. Hein. Et voir à peu près là où la lumière est bien fermée au bon endroit et voir à peu près où ça donne. Pour les angles de squish, si vous n'avez pas d'outil de mesure, que vous ne savez pas vers quoi vous allez, euh, je vous donne un angle qui est à peu près random et qui est à peu près passe-partout, c'est 11 degrés. Franchement, 11 degrés, sur moi, les moteurs que j'ai fait, généralement, on n'est pas trop mal. Hein. 11 degrés, franchement, on est bien. Et c'est assez universel, donc si vraiment vous savez pas comment vous auriez... Enfin, si vous n'avez pas le matériel pour calculer, vous savez pas le faire, voilà, prenez 11 degrés,
C'est à peu près passe-partout. Je dis pas que ça passe à 100% des cas, mais moi, pour moi, c'est ce que j'ai relevé. Le plus souvent, ce qui revient, c'est 11 degrés. À plus ou moins un degré ou deux. Mais grosso merdo, 11 degrés, c'est vraiment du passe-partout. En plus, sur mobilette, très souvent, on a des squish qui sont supérieurs à 1 millimètre. Donc, de toute façon, c'est pas ça qui va aller faire de la déto autour. En tout cas, moi, en prenant 11 degrés pour référence de base, j'ai jamais fait de la déto autour d'un piston. Et même maintenant, même moi qui ai le matériel pour pouvoir mesurer de plusieurs façons différentes, généralement 11 degrés, c'est là-dessus que je me réfère. On est plutôt pas trop mal. Allez, maintenant, on passe à ce putain de chariot, maintenant qu'on a l'angle qu'il faut lui mettre. Allez, c'est parti. Alors, il va y avoir une petite mise en place à faire avant de mettre la culasse. Alors, les culasses, on peut les usiner de plusieurs façons et avec plusieurs outils différents. Je vais vous faire voir la mienne. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, je ne sais pas. Dans l'absolu, on peut utiliser ce genre d'outil. Moi, ça, j'adore ça. Ça, celui-là, franchement, il est génial. Il y a un défaut, c'est que pour pouvoir usiner une culasse correctement, il faut pouvoir amener le chariot suffisamment près de la culasse. Ce qui se passe, c'est quand on a des culasses un peu trop grandes, comme celle-là, moi j'ai les bras du chariot là, à l'endroit où il y a les lardons, qui viennent taper directement. Alors là, je vais exagérer un peu. Je sais pas si vous ne le voyez pas, mais ça vient taper sur la culasse. Donc quand ça va être en rotation, c'est pas possible d'aller usiner avec ce genre d'outil. Sur certaines choses, je peux le faire. Faire un surfaçage avec ça, je peux, mais pas toujours. Et puis de toute façon, pour l'angle de squish, même pas on pense pouvoir faire ça avec ce genre d'outil. Donc, qu'est-ce que j'utilise? Alors, moi j'ai deux tourelles sur mon tour. J'ai celle qui était fournie avec, que vous venez de voir. Et j'ai celle-là. Ça, c'est une petite tourelle que j'ai rachetée sur AliExpress, hein, une tourelle de Dove, sur laquelle j'ai déjà foutu une petite rondelle en dessous que j'ai usiné, qui fait pile poil la bonne hauteur, de façon à ce que mon outil, il arrive déjà centré en hauteur, pile au niveau de mon mandrin. C'est-à-dire que là, quand j'arrive, là, je suis centré pile poil. D'accord? Jusque là, c'est plutôt pas mal. Ça évite d'avoir à se faire chier à rajouter des cales sous ces outils. Surtout que ça, c'est un outil à alaiser. Donc, je ne l'ai pas fait voir, mais voilà. Ça, c'est le type d'outil que j'utilise pour faire du surfaçage et les angles de squish. Ça, c'est vraiment très bien. C'est un très bon mordant dans l'aluminium. Chez les Chinois, ça coûte une misère. Et franchement, voilà. Franchement, c'est top. Moi, pour ce que je fais, franchement, c'est top. Maintenant, je sais que d'autres utilisent d'autres outils et d'autres façons de faire, mais moi, franchement, je le trouve, ça, ce truc-là, je le trouve pas mal. Là, j'arrive, je déplugue, je replugue, ça, je fais ma culasse. Ensuite, ce qui se passe, c'est que là, quand ma tourelle, elle est droite, comme ça, en fin de compte, là, si on regarde bien, là, je suis embuté, là. Donc là, je la tire vers moi. L'outil, je le tire vers moi. Là, je le repousse dans l'autre sens, vers le mandrin. Jusque-là, on est d'accord. Le problème, c'est que là, voilà, là, je suis arrivé embuté. Donc là, c'est limite parce que des fois, sur certaines culasses, et ben, en fin de compte, je suis déjà, j'ai déjà un alésage qui est supérieur au diamètre 40. Donc là, c'est un peu chiant. Alors, ce que je fais pour aller gratter, c'est que mon porte-outil, là, je viens le foutre au bout, tout du moins ma tourelle, je viens la foutre au bout. Et après, avant, ce que je faisais, c'est que je l'inclinais à 45 degrés. Voilà. Maintenant, je fais plus comme ça. J'y mets directement son angle de squish dans la tronche. Et on va voir tout de suite comment je fais pour retrouver à peu près les bonnes cotes, sachant que j'ai pas de repère. Allez. Alors, maintenant, comment fait-on pour avoir 11 degrés pile poil sur sa tourelle? Parce que si vous êtes comme moi, vous êtes un petit tourneur du dimanche, votre tour, vous avez une graduation ici, là, au pied de la tourelle. Vous avez un petit repère, un petit i ici qui vous indique là où vous en êtes au niveau des graduations en degrés. Par contre, vous avez un i ici, mais vous n'en avez pas un de l'autre côté, c'est-à-dire de ce côté-là. En revanche, si vous voulez 11 degrés, il vous les faut en transversal et pas en longitudinal. Donc ça va commencer à poser, ça va commencer à poser souci parce que de l'autre côté, il n'y a pas de trait, il n'y a pas de marquage. Alors, on fait comment pour se créer un marquage? Alors, le marquage, moi, je le fais tout simplement au critérium. Pourquoi je le fais comme ça alors que j'aurais pu très bien mettre un i au jeu de frappe? Tout simplement parce que sur un coup de pas de bol, si jamais je me foire quand je fais mon i de un demi-degré ou alors que mon i est trop large ou que j'ai fait un peu de la merde, hein, ça pourrait arriver, bah, j'ai marqué l'outil de façon définitive. Alors que le crayon de papier,
ça ne le marque pas de façon définitive. Et en plus de ça, même moi qui nettoie mon tour régulièrement et tout, je ne sais pas pourquoi, mais le critérium, le petit trait que je fais au critérium, reste vraiment très longtemps. Le dernier trait que j'ai fait, donc là je suis obligé de le refaire parce que je l'ai nettoyé plusieurs fois, donc il a disparu. Mais le dernier trait que j'ai fait au critérium, même après lavage, il est resté à peu près 6 mois dessus. Donc voilà. Un autre truc aussi, par rapport aux graduations que vous avez au pied de la tourelle, quand vous nettoyez votre tour, ne nettoyez jamais votre tour avec de l'acétone, sinon elles vont disparaître. Moi, je me suis fait baiser. Voilà, c'est des tours à pas cher, on en a pour notre argent. Par chance, on voit quand même un peu les graduations à travers, parce que ça doit être gravé plus ou moins au laser ou un truc comme ça. Donc, ce qui fait que même quand la peinture est partie, avec une petite lampe et du faux jour, on arrive à rechoper les graduations, mais en tout cas, moi je regrette de les avoir fait partir à l'acétone. C'est con, mais c'est comme ça. Ensuite, pour être sûr d'avoir un point zéro, parce que là, il faut se faire un point zéro, là, directement au critérium, sur le chariot. Alors, bah, c'est très très simple. C'est con, mais ça se fait à l'œil. Ça paraît pas, je fais énormément de choses à l'œil, mais mine de rien, à l'œil, on arrive à faire pas mal de choses relativement très précises, plus précises que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, normalement, il faudrait utiliser un réglé. Alors, des réglés, j'en ai, hein. J'en ai diverses tailles, des réglés divers et variés pour diverses applications. Mais si vous n'avez pas de réglé, que vous n'avez rien, une lame de scie à métaux. Ça, c'est droit comme un i, c'est le cas de le dire. Il y a aucun problème avec ça. Voilà, ça c'est vraiment le truc du pauvre. Ça, vous êtes obligé d'en avoir une à la maison. C'est pas possible autrement. Donc, il suffit de se mettre comme ça sur la tourelle et de vérifier l'alignement à l'œil avec le chariot. Voilà. Donc, bon, bah là. Et croyez-moi que 1 degré à l'œil, ça saute aux yeux, hein. C'est impressionnant. Alors, il suffit de se décaler un peu pour voir, pour vérifier un petit peu. Mais là, c'est. Hein. Voilà. Là, je suis bon. Là, je suis bon au demi-degré près, je sais que je suis bon. Donc maintenant que tout ça s'est mis en axe à 0 degré par rapport à l'angle de squish que je veux avoir, c'est très simple. Il suffit d'aller regarder la graduation de ce côté-là et d'aller y faire son petit trait 2.0 au critérium. Donc là, son point 0, il va être fait au critérium. Le tout, il est aligné à l'œil. Et croyez-moi, à l'œil, c'est vraiment pas mal. On arrive à avoir des trucs très 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 droits sur ce genre de choses. Voilà, je fais mon trait et ensuite on passe à la suite. Alors ensuite, donc là j'ai pris mon chariot. Il est bien incliné à 11 degrés par rapport au point 0 que je me suis fait. Mon outil, il est bien pareil, à l'œil, directement en parallèle avec le rail, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, là, la culasse, j'ai pas regardé, mais là c'est sûr et certain, elle va tourner d'une façon très patadoïdale. Donc pour les premiers tests, il faut mettre le tour au minimum évidemment. Donc là, 2, 3, 1. Donc on va voir un peu. Et là clairement, ça tourne pas rond. Donc ça, on s'en doutait, hein. Alors, va falloir d'abord dégrossir parce que là, je peux pas aller foutre un palmer là-dedans là pour essayer d'aller voir ce que ça donne et voir où ça en est. Pas un palmer, un comparateur aiguille, pardon. Donc moi, pour centrer les culasses, j'ai un petit comparateur aiguille comme celui-là. Voilà. Le problème, c'est qu'il a, je sais pas moi, 2-3 mm de battement, un truc comme ça, hein. Pareil, hein, ça c'est du chinois. Moi, j'utilise que du matos chinois. Pour de la mobilette, ça va très bien. Donc là, il y a, je sais pas, 2-3 mm de battement. Là, ici, je sais pas si ça se voit vraiment, mais là, il y a genre un demi-centimètre de battement. Donc là, ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir poser ça dessus. En plus, les valeurs que ça va me ressortir, complètement de la merde. Alors, pour les centrer d'un premier coup à l'œil, j'utilise ce genre de choses. Ça, c'est une jauge à filetage, je crois que ça s'appelle. Et ça permet de vérifier ses filetages, voir si le filetage a une conicité de bien 60 degrés à l'intérieur au niveau de la pénétration de la matière. Il y a un petit réglé de chaque côté pour voir les millimètres et les pouces, voir à peu près où ça tombe, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est des trucs, ça vaut une fortune. Moi, c'est pareil, j'ai acheté ça chez les Chinois. Je sais plus, j'ai payé ça 5 euros les deux, un truc comme ça. Donc voilà, pour ce que c'est faire, ça va très bien. Donc, là, sur les deux, vous en avez vu un, mais l'autre, il a été modifié. L'autre, il a été modifié pour être mis là-dessus. Donc, le bout, il a été peint en noir parce que pour la visibilité, c'était mieux. Parce que gris alu,
avec une couleur gris acier comme ça, je voyais pas très très bien, j'ai pas des yeux très très affûtés. Donc du coup je l'ai pas en noir, j'ai pas la flèche en noir. Je l'ai monté tout simplement sur un porte-comparateur, hein, j'ai pas le nom de cet outil mais c'est pareil, hein, je pense que ça doit s'appeler comme ça. Et donc je le pose ici, je le verrouille tout simplement et je viens approcher le bord de ma culasse. Alors je vais essayer de prendre un bord si possible plus éloigné du l'endroit qui est le plus en faux rond possible. Voilà, donc là je vais m'approcher tout doucement. Tac. Voilà. Voilà. Donc là, l'endroit le plus éloigné, il se situe à peu près ici. Bon. Après, le truc, c'est que, comme il y a 4 morts, je peux le décaler que d'un sens et de l'autre. Et là, comme on voit que mes morts sont en croix, là, je vais pas pouvoir aller le modifier comme ça tout de suite. Donc, je vais prendre la valeur qui est après la plus grande. Voilà. Là, la valeur la plus grande, elle est ici. C'est-à-dire que d'un côté, il va falloir que je desserre, et de l'autre côté, que je resserre. Là, ce qu'il y a de bien avec la flèche, c'est que à l'œil nu, ça saute aux yeux. Je veux dire, là, il y a pas besoin d'aller se torturer les neurones pendant 107 ans. Là, vraiment, là, on est pas mal. Alors, il suffit d'aller chercher en face la valeur la plus basse. Voilà, on cale sa flèche devant. Tac. On va de l'autre côté. Donc là, j'ai la valeur la plus haute. Et en gros, pour que ça tourne rond, entre d'un côté et de l'autre, va falloir que je rectifie que je décale ma pièce de la moitié. Et comme ça, petit à petit, un coup d'un côté, un coup de l'autre, un coup d'un côté, un coup de l'autre, je vais commencer à pouvoir recentrer ma pièce. Alors, comme ça, c'est long et que ça, c'est chiant, pour des raisons évidentes, je vais le faire hors caméra. Mais c'est comme ça que je procède pour précentrer mes culasses. Allez, moi je le fais hors cam, et une fois que c'est à peu près centré, on passe au comparateur. Donc voilà, comme on va le voir, là, la culasse, elle est pas trop mal centrée à l'œil, hein, quand je la fais tourner. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est pas déconnant. Alors quand on n'a pas de petit comparateur comme celui-là, là, à aiguille avec un petit doigt de touche, moi ce que je faisais au tout début, c'est que j'utilisais mon microscope qui me sert pour les gicleurs et d'autres bricoles, pour la soupape par exemple qu'on a vu avant. Donc ça c'est une merdouille, hein, chinoise à 30 balles, hein, je le rappelle. Et donc ce que j'avais fait, c'est que je m'étais fait un support à l'impression 3D qui vient le prendre ici. Et je venais caler le microscope directement devant. Et sur le bout de l'aiguille, enfin de la flèche tout du moins. Et je venais me caler avec ça. Et avec cette connerie là, alors ça prend pas mal de temps, mais on arrive à se caler en gros à 0,5 mm près. Ce qui est largement suffisant pour une culasse de mobilette, sachant que quand on enquille la culasse sur des goujons, elle bouge d'un millimètre de part et d'autre. Donc c'est suffisant pour ce type de choses. Bon, maintenant je suis un peu plus perfectionniste et je préfère utiliser ce genre de choses. Mais franchement, ça, c'est limite moi prends la tête. C'est un petit peu plus loin à mettre en place, mais c'est limite moi prends la tête. Voilà, c'était pour le petit aparté. Là maintenant, on voit que le truc tourne à peu près rond. Là, je vais pouvoir y mettre mon comparateur avec mon petit doigt de touche à l'intérieur et on va voir un peu comment ça se comporte. Alors vous, avec cette caméra-là, vous n'allez pas pouvoir bien le voir, donc je vais essayer de filmer autrement pour que vous puissiez voir un peu le comportement de l'aiguille. Et après, bah, vous vous doutez bien qu'en fonction de comment ça réagit, il va falloir serrer un peu plus les morts d'un côté et les desserrer de l'autre. À savoir qu'on ne serre pas les morts. On ne les serre jamais. On met un huitième de tour, enfin ça se serre à deux doigts, quoi. Je veux dire, on ne le serre jamais. Surtout qu'après la culasse, là, on fait le plus gros du centrage. Mais après, il va falloir voir le voilage. Et une fois qu'on aura fait le voilage, la culasse va se redécentrer légèrement, mais suffisamment pour que ce soit chiant. Donc cette opération-là de voilage et de recentrage, il va falloir la faire deux, trois fois pour être sûr que vraiment tout est bien dans les clous. Allez, c'est parti, je passe au comparateur à aiguille. Bon, alors là, désolé, mais je suis obligé de passer à la première personne. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le petit doigt de touche là, il est extrêmement, extrêmement, extrêmement petit. Le truc, c'est que si votre aiguille, elle décroche toute seule, ça veut dire qu'il va falloir commencer par attaquer par le voile, parce que sinon, votre aiguille, forcément, quand elle se retrouve dans le vide, le comparateur, bah, il compare plus rien. Donc, ça, c'est un peu chiant. Là, ça a été mon cas, hein. Donc, il a fallu d'abord que je commence par faire le voile de la culasse, et après, commencer à faire l'ébauche du centrage. Donc là, on voit que ça tourne pas très rond.
Ensuite, je sais pas si on remarque bien, je sais qu'il y a plein de reflets, mais l'aiguille elle fait plein de petits sauts. Et en fait, ces petits sauts-là, ils vont venir vous pourrir la vie. Euh, pour arriver à centrer une culasse, par exemple, là où ça fait un saut comme ça, là, voilà, ça c'est chiant. Donc dites-vous bien qu'une culasse, vous pourrez jamais l'avoir centrée à 5 centièmes près. Ça va pas être possible. Une culasse de mobilette, ça va pas être possible. Peut-être une culasse de derby qui est bien faite propre, d'accord, mais là, ça va pas être possible. Donc le doigt de touche, on l'incline comme ça dans le sens dans lequel on vient vers, on va venir faire tourner son mandrin, parce que forcément dans l'autre sens, comme ça arrive en contrainte avec l'aiguille, ça va vous faire faire n'importe quoi. Donc on centre sa culasse comme ça en tournant dans ce sens-là. Et là vous allez voir, donc moi je suis obligé de le faire hors cam, hein, mais que quand on dessert la vis du mandrin d'ici d'un huitième de tour, l'aiguille, elle, ici, elle plonge de presque au moins un bon dixième, quoi. Donc voilà. C'était juste pour rajouter ça. Donc moi, je fais ça hors cam et on voit ce que ça donne après. Alors, là, je reprends à la première personne pour le tour. Donc voilà à peu près ce que l'aiguille m'affiche. Donc en gros, on a à peu près 5 centièmes de jeu au niveau de la culasse, entre 5 centièmes et un dixième. Le problème, c'est que voilà. Vous voyez les sauts d'aiguille comme ça là. Et en fait, ça, c'est super chiant. Et ça, c'est des trucs que vous pourrez rien y faire. Tout simplement parce que les culasses sont rarement droites. Donc en fait, elles tombent dans un creux. Et un petit creux avec deux trois bosses. Et du coup, bah là. Voilà. Et ça y joue sur rien. Ça y joue de très peu. Donc là, je considère que ma culasse, elle est à peu près centrée. Donc ensuite, je vais attaquer le voilage. Parce qu'après, en rectifiant tout ça, petit à petit, ça finit par s'aligner. Allez, c'est parti. Donc, en ce qui concerne le voilage de la culasse, voilà comment le merdier est positionné, hein, tout simplement. Alors moi, c'est des comparateurs micrométriques. Ne faites pas la connerie que moi j'ai fait. N'achetez pas cette saloperie. Prenez des comparateurs à aiguille standard. C'est vachement mieux que ça. Ça, les micrométriques, c'est bien parce que on peut les remettre à zéro, mais en vrai, à l'utilisation, c'est pas ouf. Alors, donc là, on voit que j'ai... donc le dernier chiffre, c'est des microns, hein. On est bien d'accord, hein. Donc là, j'ai... on va se mettre au point le plus bas. Voilà. Hop, je vais me mettre à zéro. Tac. Voilà. Donc là, au plus haut, j'ai 1 mm de voile. On comprend pourquoi mon comparateur, tout à l'heure, il sautait malgré que ça ait déjà été fait. Donc bah, c'est très simple. On prend un petit marteau, un petit maillet. Tac. Et quand c'est comme ça, on va taper tout doucement dessus. Voilà, de façon à réduire un tout petit peu sa marge. Ensuite, on remet le comparateur à zéro. Enfin, moi, je suis pas à quelques microns près. Voilà. Et on vient retourner comme ça tout doucement. Donc là, j'ai 5 centièmes. Voilà. 5 centièmes de voile, franchement, pour une culasse, c'est acceptable. Là, franchement, c'est acceptable. Là, j'ai pas trop de problème avec ça. De toute façon, généralement, elles ont toutes largement plus que ça, hein. Donc, bah voilà, hein. Donc là, maintenant, le voile a été corrigé une fois. Le centrage a été fait une fois. Maintenant, je vais recontrôler le voile, pas le voile, le centrage une dernière fois pour voir si, parce qu'en fait, quand on tape dessus sur la culasse comme ça là, voilà, quand on vient la ramener, bah forcément le voile il vient changer. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut recorriger. Donc on le fait deux trois fois et après c'est bon. Une fois que tout est bien centré correctement, c'est bon. Ça sert à rien de descendre en dessous de 5 centièmes, hein, je veux dire, à moins d'être né le jour de la Saint-Azon. En dessous des 5 centièmes, vous emmerdez pas, vous allez perdre du temps pour rien. Allez, donc moi je finis et après on passe à l'usinage. Bon, alors moi j'avance un petit peu hors cam. Donc là c'est bon, il me reste moins de 5 centièmes, entre 5 et 6 centièmes de voile comme ça. Et moins, en gros 5 centièmes, mais au plus haut, le pic qu'on a vu un tout petit peu avant dans la vidéo. J'ai un petit dixième, mais ça c'est parce que de toute façon elle est pas ronde la culasse. Moi je vais la rendre ronde, donc le problème sera plus là. Donc voilà, pour ces culasses là, moi là je vais tourner à 500 tours minute. Pourquoi? Parce que bah, l'idéal serait de tourner un peu plus doucement. Le truc c'est qu'après ça prend 3 plombes pour faire une culasse. Après sur des culasses cette taille là, quand elles sont bien prises et qu'elles bougent pas, moi je monte à
750 tours minute sans aucun problème. Honnêtement, je pense qu'à 1004, ça pourrait le faire. Mais bon, je m'arrête à 750 parce que si la culasse elle décroche, voilà, vaut mieux que ça tourne pas trop vite. Mais là, 500 tours minute pour moi, on est pas mal. Donc là, la personne qui m'a envoyé la culasse, elle m'a demandé d'y faire une bande de squish donc à 11 degrés et d'y faire un alésage pour la passer en diamètre 46 et d'y faire un surfaçage. Donc, on va opérer à ça tout de suite. Donc pour l'opération suivante, moi ce que je fais, c'est que de 1, je viens approcher l'outil et je vérifie que la culasse tape nulle part. Parce que là, si elle tape sur le chariot, je vous explique pas le carnage. Donc déjà, ça détruit tout ce qu'on a fait, mais en plus de ça, on risque de se prendre la culasse dans la figure. Donc je viens faire un tour, hein, vérifier que voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, je viens amener mon outil à ras au bord. Alors j'essaie de trouver un endroit qui est pas trop mal. Voilà. Voilà, donc là je suis vraiment pas trop mal. Maintenant qu'il est posé à ras, je vais éloigner un petit peu mon outil de moi. Je vais verrouiller mon chariot, je vais mettre en rotation et je vais déjà commencer par attaquer un petit peu. Je vais prendre le diamètre et ensuite je vais le passer en diamètre 46. Donc je vais le mesurer au pied à coulisse et je gratterai au fur et à mesure ce qui manque pour arriver au bon diamètre 46. Donc là évidemment je fais d'abord une bande de squish plate et après je vais venir gratter à l'intérieur. Et là c'est pareil, je fais tout à l'œil et au ressenti. Est-ce que c'est bien? Comment je fais? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est comme ça que j'arrive à me démerder sur ce type de culasse. Donc là je vais foutre mon outil au centre. Je démarre le tour et c'est parti. Voilà, donc là, tel qu'on a pu le voir, j'y suis vraiment allé à tâtons. Faut vraiment vérifier plusieurs fois sa cote. Surtout quand vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas forcément très fortuné hein, pour avoir des outils de précision de haute qualité et vous vous retrouvez avec juste votre pied à coulisse. Voilà, faut mesurer plusieurs fois, venir plusieurs fois. Euh, voilà, vraiment, faut pas. Voilà, moi j'ai 46,1 centième. Donc là, je sais que je suis bon. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller gratter la bande de squish à l'intérieur. Donc, c'est très simple, hein, c'est pareil. Je vais rapprocher mon chariot, je vais revenir le reverrouiller, et ensuite, je vais faire des passes très fines. Alors, c'est pareil, je vais le déverrouiller, je vais le ravancer tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce que ma bande de squish, elle arrive pile poil à ras à l'œil ici. Voilà. Après, si on va un petit peu trop loin, parce qu'on fait pas attention, c'est pas grave. Comme c'est conique, il suffit de resurfacer un petit peu la culasse. Et on vient récupérer diminuer le diamètre en retapant dans le surfaçage de la culasse, pardon. Donc là, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais aller me poser dedans et à l'œil, comme ça, petit à petit, passe par passe, je vais aller grappiller tout doucement pour faire sa petite bande de squish de 11 degrés, qui est déjà sur ma tourelle, vu qu'on l'a mis déjà dès le départ, c'était prévu comme ça. Donc bah voilà, hein, c'est parti, je vais le faire face cam et puis je vais venir gratter tout doucement là-dedans. Allez. Bon, alors là j'ai fait ma bande de squish, donc je me suis arrêté à l'œil. Après, avec l'habitude, on voit à peu près où ça va tomber, comment faut avancer, etc. Ça, c'est des trucs, faudra s'entraîner un peu. Si c'est vos premières culasses, faudra s'entraîner un peu, mais le coup de main vient assez vite. Bon, alors là, ce qui m'ennuie un peu, c'est vrai que la personne qui m'a envoyé cette culasse-là, l'autre, je lui avais déjà fait comme ça. Mais bon, là, clairement, c'est beaucoup trop large la bande de squish est beaucoup trop large sur les côtés. Alors, j'aime pas faire ça, mais là, franchement, j'ai quand même envie de me tâter. Au pire, tant pis, si j'y foire la culasse, je repère une. Après, je suis pas un expert, je suis pas un pro. Mais je pense que ça devrait y aller. Donc, je vais essayer d'aller gratter un petit peu sur les côtés là. Et on va voir ce que ça donne avant d'aller finaliser la culasse. Allez, c'est parti. Donc voilà, bon bah là tout s'est bien passé, hein, il n'y a pas trop de problèmes, hein, comme on peut le voir sur la photo, c'est quand même assez propre. Euh, donc évidemment, j'ai pas. Ce qui me faisait peur, c'était d'aller déboucher sur quelque part où il fallait pas, ou alors d'arriver complètement hors cote. Donc j'ai commencé par faire un angle à l'intérieur à 45 degrés.
sachant que c'était plus facile d'ouvrir l'angle après que de le refermer évidemment. Donc 45 c'était pas assez, là je suis passé à 30 degrés, c'est de mémoire ce que j'avais mis sur cette culasse là. J'avais même mis un peu moins je pense. Et c'était passé au calme, donc voilà, donc là j'ai ma bande de squish, tout fait à l'œil, hein, là il n'y a aucune mesure, hein, qui arrive pile poil à ras, là où c'est censé arriver, tout simplement. Donc moi là pour moi elle est parfaite, j'y touche plus, et maintenant on passe à l'établi pour la fin de la vidéo. Bon, alors comme un âne, j'ai oublié de filmer le surfaçage, mais ça, le surfaçage, je veux dire, tout le monde sait comment je l'ai fait, hein. J'y suis allé tout simplement avec le même outil, j'ai tiré un trait droit, terminé. C'était surfacé. Donc bah voilà, alors je vais vous mettre en incrustation, parce que là je sais que, là sur cette caméra-là, c'est dégueulasse, c'est bourré de reflets et tout. Donc je vous mets une petite incrustation à droite de la culasse vue de plus près, j'espère qu'on la verra mieux. Mais voilà, sinon c'est pas... Voilà, c'est pas ouf, mais c'est pas déconnant quand même. À savoir qu'il y a des culasses neuves qu'on achète qui sont dans des états bien pires que celle-là. Donc pour ceux qui voudraient savoir, la bande de squish, là, elle fait 6 mm de large. Donc voilà, c'était ce qui me paraissait cohérent par rapport à la forme de la culasse. Donc je sais que s'il y a des tourneurs fraiseurs qui voient la vidéo, évidemment, ils vont s'arracher les cheveux. Parce que moi, il y a énormément de pifométrie dans ce que je fais. Je sais que la vidéo elle est très très longue. Malheureusement, je ne peux pas vous résumer 2 ans d'auto-apprentissage en surfaçage de culasse en 5 minutes. C'est pas possible. Certes, là, j'ai beaucoup trop épilogué, il y a eu beaucoup de choses en trop, mais voilà, ça a permis de traiter le sujet des décompresseurs, le sujet des perceuses à colonne. euh, voilà, qu'est-ce que j'emploie, les outils. Les outils aussi, c'est bien de voir un peu des façons de faire différentes. Quand on n'a rien, voilà, ou des trucs à pas cher comme ça pour prendre les bandes de squish, ça pour mettre pré-centrer sa culasse, voilà, des petits trucs et astuces à la con, mais qui, avec le temps, peut vous faire vraiment, vraiment gagner beaucoup de temps, surtout si vous venez d'acheter un tour comme moi. Comme moi, c'était le cas il y a 2 ans, je venais d'acheter mon tour et que je partais de rien. Voilà, tout ce que je vous fais voir là, moi, c'est moi qui me le suis trouvé. Là, vous partez déjà avec une base, même si ma base, elle n'est pas forcément bien, hein, elle est ce qu'elle est, hein. Après, comme j'aime bien le redire, hein, il y a beaucoup de pifométrie, mais après, avec le temps et un peu d'expérience, même avec de la pifométrie, on arrive à des trucs quand même qui sont vraiment loin d'être dégueulasses. Et même si rien n'est jamais parfait en mécanique, je veux dire, c'est pas là dans la perfection de ça qu'il va y avoir 40 chevaux à gagner. Donc, moi, c'est pas le tout, mais j'en ai encore une autre, hein, j'ai sa petite sœur à faire. Donc, bah, la vidéo s'arrête là, et je n'ai plus qu'une seule chose à dire. Allez, salut.